Quelle chance accordée aux différentes mesures prises par le patron de la justice pour la restauration véritable de l'état de droit? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Maître Diane Chibola Madia, avocate au barreau de Kwilu, secrétaire générale honoraire du parti politique Le Mouvement des Congolais Unis. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. C'est toujours pour nous un réel plaisir de vous retrouver, vous, amis fidèles auditeurs de Top Congo FM, et surtout vous qui avez choisi de suivre le magazine de la femme sur Top Congo FM. Merci de rester branchés au programme de votre radio. Le débat au féminin revient cette semaine avec un nouveau sujet. Nous allons aujourd'hui parler des chances à accorder aux différentes mesures prises par le patron de la justice pour la restauration véritable de l'état de droit en République démocratique du Congo. Avec moi dans ce studio, Maître Diane Chibola Madia. Elle est avocate au barreau de Kwilu depuis 2006, secrétaire général honoraire du parti politique Mouvement des Congolais Unis, MCU en sigle, et membre du bureau politique, présidente de l'ONG Les Femmes Partenaires du Progrès. C'est avec elle que nous allons échanger autour de ce sujet. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour. Alors, tout le monde le sait, dès l'entame dans ses fonctions, le nouveau patron de la justice a pris plusieurs mesures, entre autres l'injonction au procureur général de la République près la Cour de cassation d'instruire les magistrats à poursuivre les homosexuels et autres pratiques et autres personnes pratiquant le sexe en groupe, la suppression du folio 92, le F92 comme on le dit, la mise en place d'une commission chargée d'étudier les mesures à prendre pour désengorger les prisons, l'instruction à l'IGF de transmettre les listes des détourneurs des deniers publics, des mesures, des annonces qui ont fait bouger la société, la communauté congolaise. C'est des mesures qui ont été annoncées, mais il faut maintenant faire le suivi et le faire appliquer. Nous avons déjà vu la police traquer tous ceux qui étaient dans la nuisance sonore. On a vu des baffles être arrachés. On a également vu la police mettre la main sur des personnes pratiquant le sexe en groupe. Au niveau du rond-point Gaba, il y a eu des arrestations. Madame, est-ce que vous pensez que toutes ces mesures vont aboutir, ont la chance de réussir et d'atteindre effectivement les objectifs? Merci beaucoup en tout cas. Je suis très contente aujourd'hui parce que c'est la femme qui parle au moins par rapport à toutes ces décisions. Parce que si nous regardons aujourd'hui par rapport à toutes ces décisions, la femme a toujours été victime par rapport à cela. Par rapport à l'homosexualité, la décision elle est très bonne. Premièrement, d'abord, nous sommes des Bantous. Nous devons copier ce qui est bien. Mais le comble maintenant, nous, Bantous, nous voulons copier tout ce qui est européen, sans connaître les conséquences, sans pour autant réfléchir qu'est-ce que cela va nous apporter des conséquences un jour. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toutes les décisions que notre ministre a pris comme décision par rapport aux nuisances sonores, par rapport à l'homosexualité, par rapport à l'obligation d'obtention de la personnalité juridique. Pourquoi cela? Parce que nous étions dans un pays maintenant en plein désordre. Chacun faisait ce qu'il voulait faire. Imaginez à côté, vous avez l'hôpital et il y a une église qui commence à mettre des volumes sans pour autant voir qu'à côté, il y a des gens qui doivent se reposer. Donc chacun faisait ce qu'il voulait. Mais maintenant, nous avons senti quand même vraiment le ministre est là. Il est en train de vouloir que les choses marchent, que les choses aillent pour le mieux. Et en tout cas, et moi, je le demanderais à ceux qu'ils fassent, qu'ils mettent des bonnes personnes pour le suivi, le contrôle. Oui, la police est en train de faire son travail, mais que cette police aussi soit être contrôlée, qu'il sache ses limites. Parce que nous, qu'est-ce que nous voyons aussi dans notre pays, la République démocratique du Congo? La police, du fait qu'il a déjà ce pouvoir, il peut commencer aussi à faire l'excès. Or, dans cet excès-là, il y aura encore un désordre. C'est pourquoi je demanderai encore au Premier ministre qu'il mette des personnes pour qu'ils puissent bien faire le suivi, que ces lois soient vraiment applicables, afin que l'ordre revienne dans notre pays. Mais madame, vous soutenez cette injonction de traquer ces personnes, les homosexuels et ceux qui pratiquent le sexe en groupe, mais derrière ces personnes, il y a un grand lobbying.
il y a des gens qui les soutiennent, des pays occidentaux qui soutiennent ces personnes. Est-ce que ces mesures ne risquent pas de mettre en très mauvaise posture la République démocratique du Congo et le gouvernement congolais quand on sait que aujourd'hui, les pays de l'Union européenne sont en train de prôner l'égalité, sont en train de prôner les libertés parce qu'on estime que ces personnes ont également le droit de vivre ouvertement leur sexualité sans problème, sans être dérangés. Nous savons qu'il y a déjà plusieurs pays qui ont autorisé le mariage entre personnes de même sexe, des mariages qui sont déjà célébrés au niveau de l'État civil. Est-ce que vous ne pensez pas que ces mesures, bien que rentrant dans notre culture, dans nos coutumes, peuvent créer des problèmes à notre gouvernement quand on sait que les grandes puissances soutiennent ces personnes qu'on considère comme des minorités, comme des personnes marginalisées dans la société? Moi, je ne pense pas que ça va créer des problèmes parce que le ministre n'est pas bête. C'est un homme très intelligent, il va s'assumer. Et notre pays n'a pas encore autorisé cela. Si nous regardons même dans toutes nos lois que nous avons, en parlant d'abord de la Constitution, dans la Constitution, rien, nulle part n'est mentionné que le mariage homosexuel est autorisé. Ici, on dit, dans l'article 40 de la Constitution, que le mariage de sexe opposé. Ce qui fait qu'avant que le ministre prenne toutes ces décisions, en tout cas, il a pris le temps aussi de préparer ses bagages, afin de pouvoir bien se défendre. Ça ne va pas en tout cas causer de problèmes, parce que nous sommes quand même un pays laïque, vous le savez. Dans ces pays laïques ici, l'homosexualité dans notre pays n'est pas autorisée. Mais est-ce que c'est interdit? Quelle loi l'interdit? Est-ce qu'il y a une loi qui le dit ouvertement, qui criminalise clairement l'homosexualité? Est-ce qu'il y a des bases, des soubassements juridiques à toutes ces mesures annoncées par le ministre? Moi, je dirais oui, il y a des bases. Parce que du fait qu'on n'a pas... Vous savez, il y a certaines choses qu'on peut le dire ou pas. Tout part d'une loi. Nous avons la Constitution. Actuellement, notre Constitution, dans l'article 40, dit ceci, que le mariage de sexe opposé est autorisé. Et non le mariage de même sexe. Ce qui fait que c'est ça la base d'abord que nous avons actuellement. Le Code de la famille le dit également. Oui, le Code de la famille. Non, moi je parle de la Constitution. Qui est au-dessus de toutes les lois. Voilà. Donc nous parlons de la Constitution qui est au-dessus de toutes les lois. Nous avons le Code de la famille, nous avons plusieurs lois ratifiées, mais actuellement dans notre pays, nous savons que cela n'est pas encore autorisé. Donc vous dites que ceux qui pensent que le ministre fait du populisme sont en train de se tromper? Exactement, ils sont en train de se tromper. Il est en train de mettre de l'ordre. Il fait très bien son travail. Ce n'est pas du populisme parce que ces mœurs-là, nous, en tant que Bantous, ce n'est pas autorisé. Et allez-y comprendre, même ceux-là qui sont en train de le soutenir. Aujourd'hui, ils quittent même du même sexe. Ils acceptent de s'accoupler avec même des animaux. Allez-y comprendre. Où allons-nous? Quelles sont les mœurs que nous allons retenir? C'est pourquoi moi je suis d'accord avec lui. Il serait mieux d'arrêter cette hémorragie avant que le pire n'arrive dans notre pays, que les gens aussi viennent commencer à s'accoupler avec des bêtes. On va arrêter ceux qui le feront sur la voie publique, mais aujourd'hui, le contenu même qui nous est livré dans les médias internationaux que nous suivons fait la promotion de la communauté LGBT, fait la promotion de l'homosexualité. Dans les dessins animés, il y a déjà quelques extraits qui sont glissés. Dans les séries télévisées, dans les films, on tend à normaliser cela au niveau de l'Occident et nos enfants ici consomment cela. Comment on va lutter avec cela dans ce côté-là média? Dans ce côté média, ça sera difficile. Pourquoi? Comme vous venez de le dire, donc, toutes nos chaînes, nos canaux sont branchés à l'extérieur. Et moi, je me demanderais à notre niveau, il serait mieux aussi de commencer à appliquer la loi de censure. Dès que vous sentez que cela part à travers l'éducation des enfants, va détruire nos enfants, il serait mieux que vous puissiez censurer. Mais aujourd'hui, commission de censure ne travaille pas, ne fait pas bien. Mais comment ils vont censurer? Ils vont commencer à demander de suivre un film qu'une chaîne internationale va passer avant. À moins que je me trompe, je sais que ce travail est toujours fait à un niveau avant qu'on puisse sortir un film ou publier ou mettre sur le marché.
ils ont quand même le temps de le suivre. Mais chez eux, c'est tout à fait normal. Oui. C'est normal, c'est accepté, c'est tout à fait normal, c'est pas un crime. Exactement, ce n'est pas un crime. Mais ici, nous parlons de la République démocratique du Congo. Qui reçoit les chaînes câblées de l'extérieur. Qu'est-ce qui doit être fait à notre niveau pour que ces programmes-là, diffusés par ces chaînes câblées, on voit des émissions sur les mariages où il y a des couples homosexuels qui se marient. On voit des dessins animés dans lesquels il y a des couples homosexuels. On voit les films dans lesquels il y a des couples homosexuels. Comment? Il y a même des documentaires, même des magazines, des transgenres. On vous montre la transition d'une fille qui devient garçon ou un garçon qui devient fille. De plus en plus, on tend à programmer notre esprit pour nous dire que c'est tout à fait normal. Exact. Comment on va lutter contre cela? Oui, c'est vrai que ça sera vraiment difficile parce que nos chaînes sont câblées à l'extérieur. Mais ce qui fait que du fait qu'il y aura déjà une loi prise dans notre pays, une décision prise dans notre pays, ça ne sera pas applicable. On peut pourtant suivre, mais du fait qu'on s'est dit que le ministre a décidé telle mesure ont été prises dans notre pays. Donc, ça sera d'application à la règle. Bien sûr que ça passe dans toutes les chaînes, le téléphone diffuse, les enfants suivent des documentaires. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y en a plusieurs. Mais il faut, quand il y a une loi dans le pays, et cette loi sera respectée. Vous pensez qu'il faut aujourd'hui avoir une loi qui dit clairement, qui criminalise toutes ces déviations? Exactement, moi je suis d'avis avec cela. Il faut que cela puisse être promulgué. Parce que le mal, c'est quoi ici chez nous? Nous avons plusieurs lois qui sont dans des tiroirs, qui ne sont pas encore promulguées. Il y a Steve Mika, il y a une époque qui avait une proposition de loi sur la criminalisation de l'homosexualité et on n'en a plus parlé. Je vous dis, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs lois qui sont encore dans des tiroirs qui parlent de l'interdiction de l'homosexualité, de non-autorisation de l'homosexualité. Tout doit être maintenant mis sur la table. Mais le comble, c'est quoi, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, qu'ils sont soutenus par l'extérieur. Ces pratiques-là sont soutenues par l'extérieur. C'est ça la difficulté et le mal, c'est que cela puisse sortir au grand jour, toutes ces lois. Et moi, je demanderai au ministre de créer une commission qui doit faire recours à toutes ces lois, afin que ces lois puissent être promulguées. Est-ce qu'avec toutes ces décisions, on peut dire que l'on tend vers l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo? Bon, bonne question. L'état de droit ici en République démocratique du Congo existe bel et bien. Elle est d'applicable en tout cas. Ce n'est pas du fait que le ministre aujourd'hui a publié plusieurs décisions allant à l'encontre de ce qui s'est passé auparavant qu'il n'y a pas d'état de droit. L'état de droit existe bel et bien lieu en République et respecté même à la lettre. Ce qui fait que le ministre ne fait qu'appuyer cet état de droit en mettant tout en ordre, en mettant les choses à la place qu'il faut. Et pour ne pas tomber dans la stigmatisation, comme on le déplore certaines organisations qui ont critiqué notamment la décision du ministre, comment la RDC devrait s'y prendre avec cette catégorie des personnes? Nous savons qu'elles existent. Oui. Nous les voyons à Kinshasa ici, et elles sont dans les salons de coiffure, dans les terrasses, dans les boîtes de nuit. Ces personnes-là sont là et elles ne se cachent plus. Comment la République démocratique du Congo doit gérer ces cas pour ne pas tomber dans des violations de droits de l'homme? Parce que j'ai suivi certains juristes également ne pas soutenir les décisions du ministre, dire que c'était marginaliser cette catégorie de personnes. Non, le ministre ne marginalise pas cette catégorie de personnes. Moi, je répète toujours que dans tout pays, il y a des lois, il y a des règles. Ce qui fait qu'il faut qu'on marche selon ces lois ainsi que ces règles. Ces juristes qui le soutiennent, je dis, c'est leur avis, ils sont libres. Mais à mon niveau, moi, je dis en tout cas, ils n'enfreignent pas à la loi ni aux droits de l'homme. Ces personnes savent que ici, en République démocratique du Congo... Et dans la plupart des pays africains. Voilà, dans la plupart des pays africains, ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place. Ce qui fait qu'ils doivent marcher selon la loi de chaque pays. Pour preuve, le pape a autorisé cela. Mais les évêques africains, pour dire qu'ils restent africains, ils ont dit non, pas ça, nous n'autorisons pas cela. Et ils ont répondu au pape, malgré c'est la hiérarchie, ils ont répondu au pape que nous ne sommes pas d'accord. Pour certains pays, ils ont dit non, stop à cela. Pourquoi?
Si déjà au niveau de la hiérarchie se disent que non, il faut stopper cette hémorragie. Moi, je suis d'avis avec eux parce que ces fléaux, sincèrement, ça risque d'être vraiment, comme on va dire, on dirait la fin du monde ou bien ça sera un fléau un peu incontrôlé et ça va un peu dérouter beaucoup d'enfants aujourd'hui, la jeunesse surtout, ça va dérouter. Parce que nous, à l'époque, on respectait quand même les mœurs. Mais aujourd'hui, avec tous ces vagues plutôt, les enfants pensent que c'est ça le meilleur. Or, non, ce n'est pas ça le meilleur. Le meilleur, c'est de suivre nos coutumes, suivre nos lois, suivre ce que la loi de la République démocratique du Congo nous dit en son article 40. C'est pas dépassé avec l'évolution du monde? Bien sûr, j'ai dit ceci, nous sommes des Bantous, même s'il y a l'évolution du monde, nous restons d'abord Bantous, nous ne sommes pas Européens. Cela signifie que même s'il y a évolution, ce que je dis auparavant, j'ai dit copions ce qui est bon et bien. Oui, même s'il y a évolution, il y a changement, il y a évolution, la technologie, tout ça. Mais ce n'est pas dit tout embrasser, mais savoir ce qui est bon pour nous, Bantous, nous, Congolais, la population congolaise, et laisser les autres évoluer avec leur philosophie. Mais quel sera le sort finalement de ces personnes qui seront arrêtées, qui seront interpellées? Seront-elles jugées? Seront-elles condamnées? Sur base de quelle loi? Parce que, apparemment, clairement, l'homosexualité n'est pas un crime en République démocratique du Congo. Ce ne sera pas aller remplir encore les cachots, aller encore remplir les prisons. Non, c'est seulement on va les aider à redevenir normal. Hein. Excusez-moi, il n'y a pas de loi, bien sûr, vous avez dit ça, ils ne seront pas incriminés. Parce qu'il n'y a pas de loi qui dit que pour tel... Bon, je peux dire que ce n'est pas une infraction. Parce que quand il y a infraction, il y a des peines. Donc, ils n'ont pas commis d'infraction. Parce qu'il n'y a pas de loi. Parlant de ça, quand tu es homosexuel, il y a c'est telle infraction et vous êtes puni de telle servitude, il n'y en a pas. Et ceux qui associent ça à l'atteinte à la pudeur, est-ce que c'est une atteinte à la pudeur? Non, non, ce n'est pas une atteinte à la pudeur. Ça, c'est autre chose. Pourquoi je dis? Parce que s'il y avait une loi qui parlait des infractions par rapport à l'homosexualité, il devait être sanctionné. Moi, je pense que ce sont des gens à remettre, à des personnes, à remettre, c'est ce que je dis, à remettre ces personnes dans des centres de rééducation. Et ceux qui gagnent leur vie en le faisant? C'est ce que je dis. Ils sont à côté. Bien sûr, ils gagnent leur vie en le faisant, c'est vrai. S'ils ont des moyens, certains peuvent retourner à l'étranger, continuer leurs activités. Mais ici, ce sont des gens à remettre, à réformer, à les mettre dans des centres. Nous avons des grands docteurs qui font ce travail, des psychiatres, des psychologues. Là, on le fera avec les jeunes, mais on parle également des certaines autorités qui sont dans ces pratiques. Comment on va faire pour réglementer tout ça? Ce que je dis, c'est pas... Non, du fait qu'ils sauront il y a déjà une loi qui interdit cela. Mais la loi qui n'existe pas encore. Quand je dis loi, quand je dis loi, c'est par rapport à pas la loi, mais à la décision du ministre d'abord, premièrement, de prime abord. Mais après, je sais que le ministre déjà, dans sa valise, tout y est. Je sais qu'un de ces 4 matins, tout sera vraiment bien fait. Réglementé. Voilà. Alors, le ministre ne s'est pas arrêté là. Il a également donné des mesures pour lutter contre la nuisance sonore. Vous l'avez effleuré en passant. La nuisance sonore, c'est le quotidien des Quinois. Est-ce que vous avez senti une différence depuis cette mesure, cette instruction du ministre? Est-ce que vous avez constaté à des endroits reconnus, réputés, bruyants, une certaine réglementation, une diminution de ces bruits? Il me sera difficile de répondre parce que je fréquente pas ces milieux. Mais on les voit même en passant. Je dis, vous me dites les points, comment je peux dire, les points chauds. Bandal, non, je passe pas par Bandal. Vous voyez Lingwala, vous voyez Kimbuta, vous voyez, il y a plusieurs endroits comme ça, il y a Capella, il y a plusieurs endroits comme ça dans la ville, il y a Lemba Super, plusieurs endroits où il y avait vraiment la musique. Par rapport aux informations que j'ai reçues, et non, j'ai palpé l'information, par rapport aux informations que j'ai reçues au niveau des réseaux sociaux, qu'il y a un grand changement. Mais moi, sincèrement, je ne l'ai pas encore constaté. Je ne l'ai pas encore constaté parce qu'il y a 2 jours, je suis allée assister à une veillée mortuaire et à côté, il y avait des bistrots. Et ils ont joué la musique jusqu'à 2 heures du matin. Et je vous dis, c'était vraiment du bruit, sans pour autant penser qu'à côté, il y avait des gens qui pleuraient. Et moi, en tout cas, à mon niveau, je n'ai pas encore senti ces changements. Qu'est-ce qui doit être fait pour que la nuisance sonore
s'arrête en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en La première des particulier. choses, d'abord, le ministre, ce qu'il doit demander ou de faire, c'est responsabiliser nos bourgmestres. Il faut donner à chacun sa charge ainsi que sa tâche, il doit bien le faire. Parce que c'est nos bourgmestres qui connaissent bien leur commune, qui savent que tel coin il y a trop de bruit, à tel coin il y a trop de bruit. Et ce sont eux qui vont maintenant faire descendre les présidents de rue, les présidents de quartier, qui vont faire ce travail pour bien contrôler cela. C'est pourquoi je dis, et toutes ces personnes-là aussi qui doivent faire ce travail, ils doivent être aussi bien encadrés. Et les moyens, hein? Je n'ai pas encore fini, bien sûr, le moyen, c'est que je dis, tout part aussi de moyens. Je pensais que vous allez même me poser la question que ça ne marche pas, pourquoi? Ça ne marche pas, pourquoi? Et ça ne se fait pas, il n'y a pas une continuité. Oui, on commence toujours comme ça à Kinshasa, on commence avec pompe et puis au bout de quelques semaines... Il n'y a pas continuité, pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas de moyens. Je prends un exemple, parce qu'il faut maintenant aller au-delà des heures de service. Il faut qu'il y ait une motivation parce que les services terminent à 15h30. Maintenant, pour contrôler cela, il faut qu'il y ait un service qui doit maintenant circuler à 2 heures tardives pour vérifier. Et toutes ces personnes-là sont des responsables. Et s'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de motivation, ils ne feront pas ce travail. Et le pire, c'est quoi? Ils iront dans ce lieu, ils vont boire, ils seront corrompus et ils vont rentrer. Ils vont dire, beaucoup de sakandambu. C'est fini. Et demain, ça va encore recommencer. Or, si ces gens-là sont bien choisis, bien responsabilisés, bien motivés... Mis à l'abri de la corruption. Pardon? Mis à l'abri de la corruption. Oui, ils seront mis à l'abri de la corruption. Vous savez, la corruption est en train de monter d'échelon. Pourquoi? C'est à cause de la famine, c'est à cause du manque de moyens. Aujourd'hui, si nous avons des personnes qui sont bien rémunérées, qui sont bien suivies au niveau social, en tout cas, nous allons diminuer. Je ne dis pas que ça va finir, parce que la corruption, c'est difficile que ça finisse, mais ça va quand même, les taux vont quand même baisser et nous sentirons aussi un grand changement, surtout à tous les niveaux. Pour revenir un peu aux déviations sexuelles, on a vu également ces personnes qui ont été arrêtées au niveau du rond-point Gaba, qui prenaient part à cette soirée où les femmes étaient pratiquement nues, en train de danser nues, de servir nues. Et il y a eu même cette annonce qui a été lancée pour inviter les gens à participer à cette soirée. Et on a vu un numéro WhatsApp en train d'être donné pour que l'on puisse contacter celui qui a organisé la soirée, pour que des personnes viennent payer 15 000 francs pour aller assister dans une soirée où les femmes s'exhiberaient nues. Et la personne était même en train de dire qu'il existait des groupes WhatsApp dans lesquels les filles postaient leurs vidéos toutes nues. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça cesse? Parce que c'est pas la première fois, on en entend parler qu'il existe aujourd'hui des groupes WhatsApp. Où est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme de proxénétisme? Ah, là, c'est compliqué parce que généralement, tout ça a toujours une main noire de nos autorités. Parce que avant que ces groupes-là existent, ils ne peuvent pas exister sans parapluie. Ils ont toujours quelqu'un, ils vont appeler, qui va dire non, laissez, qui va faire ceci. C'est pourquoi moi, je interpelle d'abord nos autorités qui prennent d'abord conscience que la femme n'est pas un objet. La femme est une personne qu'on doit respecter. La femme en elle-même, c'est pourquoi je suis en train de dire, cette femme-là qui s'exhibe, c'est parce que cette femme-là a faim, c'est parce que cette femme-là n'a pas une éducation, c'est parce que cette femme-là est délaissée. Or, si aujourd'hui, toutes ces femmes-là sont approchées, formées, informées, suivies, encadrées, sincèrement, il n'y aura pas toutes ces déviations. Il n'y a pas des soirées où les hommes dansent nus, hein? Mais c'est et en tout cas, je ne sais pas si on en organise autant avec autant de pompe. Aucune idée, en tout cas. Là, je ne sais pas, même dans le WhatsApp, je n'ai pas encore vu cela. C'est pourquoi ce que je dis. Si aujourd'hui, au niveau de la base, cette jeune fille, cette jeune dame est encadrée, est informée et formée, il n'y aura pas tout cela. Mais pour cela, au moins, il y a des sanctions qui sont prévues. Exactement. C'est à peu près combien d'années? Bon, en tout cas, il me serait vraiment, je me réserve de préciser les années, mais au-delà de 5 ans.
Au-delà de 5 ans. Au-delà des C'est une 5 autre ans. forme de Oui. proxénétisme. Exactement. Mais ça, c'est encore au-delà des 5 ans. Mais il faut que je vérifie dans la loi. Parce que moi, j'aime toujours être trop précise dans mes réponses. Mais comment on va faire pour, par exemple, traquer ces groupes WhatsApp-là qui sont parfois des groupes fermés? Mais il y a des services. Les services qui contrôlent souvent les appels, les réseaux sociaux. En tout cas, à moins que j'oublie tout cela, il y a un service qui est là pour cela, qui contrôle et qui savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour traquer toutes ces femmes, tous ces réseaux, afin qu'ils puissent arrêter des mauvaises pratiques. La lutte contre la corruption fait également partie des actions prioritaires, des actions phares du ministre d'État en charge de la justice. Alors, est-ce que vous pensez que c'est possible d'en finir avec la corruption en République démocratique du Congo quand on sait que le mal est très profond. Le mal est ancré dans toutes les institutions, en commençant par l'appareil judiciaire lui-même, même avec avocats, magistrats, on peut tout se permettre avec l'argent. Au niveau des douanes, on peut se permettre... Quand on a l'argent, on peut tout acheter. On le voit tous les jours avec ces expatriés qui le disent sans gêne. J'ai vos autorités dans ma poche. Est-ce que aujourd'hui le ministre peut gagner ce pari de lutte contre la corruption quand on voit des personnes accusées, arrêtées, jugées, condamnées, relâchées après? Est-ce que l'on peut croire en la réussite de cette lutte contre la corruption? Madame la journaliste, c'est possible. Quand on veut, on peut. Vous savez, dans ces pays, ce qui manque, c'est la volonté. Tout est possible pour un changement. Mais je ne dis pas que la corruption finira, mais je dis la corruption les taux vont quand même baisser. Aujourd'hui, parce que le social ne répond pas aux normes de la population congolaise, ce qui fait qu'il y a hausse des corruptions. Allez-y comprendre même ailleurs, à gauche ou à droite, nous regardons là où quand même les gens, je prends un exemple, les fonctionnaires qui crient à tout moment que leur salaire doit être revu. Les enseignants, les pauvres qui sont là en train de crier du matin au soir à nous apprendre à lire, à écrire. Qui regarde ces enseignants? Personne. Et cet enseignant-là qui s'est réveillé à 6 heures, qu'il est déjà à l'école, affamé, il est venu à pied, il est tenté à demander même des transports aux élèves. Les élèves sont tentés même à corrompre cet enseignant parce qu'ils savent que l'enseignant n'a rien. Imaginez, je prends un exemple, nous les avocats. Je me souviens, je suis quand même d'une école d'un grand avocat qui m'avait dit quand j'ai commencé la profession, l'avocat c'est l'aspect physique. L'avocat c'est la présence physique. Pourquoi? Quand tu te présentes devant un client mal habillé, déjà avec des chaussures poussiéreuses, imaginez, ces clients peuvent te proposer même $10, $50. Mais même si tu n'as rien dans tes poches, habille-toi correctement comme une grande dame, présente-toi devant ses clients. Donc, il va même commencer même à hésiter, même te donner ces $100-là. Il va se dire, ah, mais madame, ici déjà, la manière dont c'est l'accoutrement, déjà, ça coûte autant. Donc, il faut que je puisse vraiment gonfler mon enveloppe. C'est ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. La faim. C'est ce qui est en train de multiplier et d'augmenter ces niveaux de corruption parce que les gens ont faim. Il n'y a pas le social. Les gens n'ont pas d'encadrement. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour en arriver à bout? Vous avez dit que ça ne va pas se terminer complètement. Exactement. Mais quelles sont les stratégies qui doivent être mises sur pied pour que cette lutte contre la corruption puisse réussir et quels sont les services qui doivent travailler pour que ça cesse? On a l'IGF qui est là, qui produit souvent ces rapports. On a plusieurs autres structures de lutte contre la corruption qui suivent un peu l'exécution et l'utilisation de l'argent public. Comment on doit travailler justement pour en finir? Les gens doivent être, ceux-là qui doivent faire ce travail-là doivent être mis dans de très bonnes conditions, être très bien payés. Vous savez, quand la personne est dans une bonne aisance, il est bien payé, la vie sociale de sa famille est dans les normes, ça sera difficile qu'il soit corrompu. Il va bien faire son travail. L'IGF est là.
Vous sentez comment les gens, quand ils s'attendent que l'IGF est dans telle société, comment la société bouge. L'IGF à qui le ministre a demandé de lui transmettre la liste des détourneurs. C'est ça. L'IGF est en train de faire un bon travail. Allez-y comprendre quand ils savent que non. Il y a un courrier, l'IGF a dit, je viens telle date. J'ai des échos, comment les DG tremblaient, tout le monde, les directeurs, parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et l'IGF n'accepte pas la corruption. Il fait correctement son travail. Et voilà, nous avons aujourd'hui des résultats. Si nous regardons même dans le rapport de l'IGF aujourd'hui, même le taux des détournements, par rapport aux descentes qu'ils ont effectuées à gauche et à droite, il y a maintenant beaucoup de changements. Il y a plusieurs entreprises. Maintenant, il y a beaucoup de l'ordre. Ils sont en train de respecter. Il n'y a plus de détournements. Et voilà le service qui est en train de très bien faire. C'est ce qui fait l'avancement de notre pays. Mais ceux-là qui disent que comment on va faire pour sortir les autorités et militaires et civiles et judiciaires de la poche de ces expatriés qui le crient tout haut sans gêne? C'est ce que je dis. C'est mettre cet homme au centre de tout, mettre toute notre énergie chez cet homme. Et l'homme, quand il est vraiment dans de bonnes conditions, le social est très bien fait, il ne sera pas dans la poche de ces expatriés. Parce que ces expatriés-là aussi, ils obtiennent des autorisations. Imagine, un expatrié qui vient avec une enveloppe de 100 000, 200 000, 1 million. Et lui, son salaire, c'est combien? Allez-y comprendre, madame. Il ne peut qu'accepter. Parce qu'il a une famille. Et quand on est DG, et quand on est directeur, on a tous les villages derrière son dos. Il doit prendre en charge les enfants des tels, des oncles, des tantes, des oncles, des cousines. C'est ce qui fait. Mais s'il a quand même son enveloppe déjà, son salaire, et il peut répondre aux besoins de sa famille, il ne sera pas corrompu. Et avec ça, ça veut dire qu'on est loin d'en finir avec la corruption. Non, ce n'est pas loin. Je pense que le chef de l'État s'est déjà mis, parce qu'aujourd'hui, avec ce très bon gouvernement qui vient, le gouvernement de son Excellence, une grande dame, Maman Judith, je pense qu'en tout cas, ça sera la meilleure. Là, je vous promets. Le président a souvent parlé d'une justice malade. Comment guérir cette justice quand les conditions de travail des magistrats ne sont pas bonnes? À Kinshasa, pléthore dans certains bureaux. En province, c'est plus compliqué. Il y a certaines juridictions qui manquent de meubles. Il n'y a pas de bureaux confortables. Comment ces magistrats peuvent travailler dans des bonnes conditions pour arriver à lutter contre cette corruption quand ces magistrats laissent leur famille sans muter, sans recevoir des frais d'installation conséquents, sans être payés comme il faut? Comment on va avoir une justice en bonne santé quand le magistrat qui se déplace ne sait même pas où il va aller accepter? Il y a quelques années en arrière, il y a des magistrats qui ont été déguerpis d'un hôtel qu'ils occupaient au niveau de la province parce que c'était pas payé. Comment est-ce qu'on peut remédier à ce problème? En tout cas, cette fois-ci, ça sera remédié parce que nous sentons déjà tous le changement au niveau de ces ministères. Les ministres est proche de la population, est proche des magistrats. Allez-y comprendre, depuis que vous avez connu plusieurs ministres, premier ministre de la Justice, dans un temps record, il est au CPRK, il est avec les magistrats, il est là avec la population. C'est ce qui lui permettra rapidement de remédier à tous ces problèmes. Aujourd'hui, il a écouté déjà les magistrats. Il sait qu'il y a que telle province, il faut dépêcher, faire et agir. Donc, madame, accorde-lui encore un peu de temps. Tout cela sera résolu. Les magistrats, ils auront les hausses de salaire. Ils auront leur vie sociale qui sera revue. Et ceux qui sont à l'intérieur, je sais que nombreux n'osent même pas aller à l'intérieur parce qu'ils disent... Ils vont aller comment quand ils ne reçoivent même pas l'argent pour payer le transport? Cette fois-ci, ils en auront. Cette fois-ci, ce que je dis, c'est le suivi. L'argent, il y a l'argent. C'est le suivi qui manquait pour que ce magistrat-là aille dans des normes qui ont été... Pour habiter où quand on sait que toutes les maisons ont été soit vendues, soit occupées par des personnes qui ne veulent jamais quitter? À moins que je m'abuse, mais la terre existe toujours. Il y a des maisons qui peuvent être construites à un délai record. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'abord, s'il y a le moyen, le magistrat. Je sais qu'il y a certains même qui sont à Malumbashi jusqu'à aujourd'hui. Ils sont dans des zones. Et non, à Kolwezi.
Ils vivent dans des hôtels. Oui, c'est grave. Il y a un magistrat qui m'a appelé, il dit, depuis qu'il a été muté à Kolwezi, il est dans un hôtel. Et sa il femme attend. et ses enfants Sont restés à Kinshasa. Et ça déstabilise les foyers. Ça déstabilise, oui, ça c'est vrai. Mais je vous dis, cette fois-ci, avec le ministre qui est là, tout cela fera remédier rapidement parce qu'il a mis des commissions en place pour réfléchir, pour y travailler et y remédier rapidement. Parlant des conditions de détention des prisonniers, le ministre a recommandé la mise en place d'une commission pour étudier comment désengorger les prisons. Concrètement, cette commission aura pour travail d'identifier les détenus qui peuvent bénéficier d'une libération anticipée, d'une libération conditionnelle ou d'une autre mesure alternative à l'emprisonnement, proposer des solutions pour améliorer les conditions de vie des détenus dans les prisons, réfléchir sur la construction des nouvelles prisons ou l'extension des prisons existantes. Selon vous, ces recommandations suffisent-elles pour dépeupler les prisons, qui sont surpeuplées et dans lesquelles les pensionnaires vivent dans des conditions très difficiles? Très difficiles, oui. Il va remédier à cela. Ça sera facile à le faire parce que la commission, là, s'il s'y met, rapidement, donneront leur rapport et rapidement, le ministre va s'y mettre pour obtenir le moyen nécessaire pour la construction de ces prisons rapidement. Parce que je vous ai dit, quand on a l'argent, tout peut être fait en 1 mois, en 2 mois. C'est juste avoir le moyen. Le moyen, il y en a. Le moyen, il y en a. Il en aura et rapidement, on va construire, on va désengorger le CPRK. Le centre pénitentiaire. C'est pas la seule prison. Non, moi je parle d'abord désengorger, d'abord celui de Kinshasa. Je parle du CPRK d'abord. Parce que les images que moi j'ai vues, c'était d'abord les images de la prison centrale de Kinshasa. Oui. Mais lui, maintenant, il a parlé dans toute l'étendue de la République. C'est ça. Moi, je parle de Kinshasa. Kinshasa, où on a des gens qui sont envoyés en prison pour une dette de $50, pour avoir volé peut-être une orange, une papaye. Est-ce que vraiment on peut continuer à envoyer des gens en prison? Ça, c'est pas abusé pour ça? Ça, c'est abusé de la personne. Et pourquoi on peut garder les gens autant de mois en prison pour des infractions qui n'en valent même pas la peine, des petites infractions? Les premiers problèmes, c'est quoi? La population elle-même, la personne elle-même doit être informée et formée. Nombreux sont au CPRK parce qu'ils ne connaissent pas d'abord leurs droits, ils ne connaissent pas la loi, ils ne connaissent pas les infractions, les peines, tu seras arrêté pourquoi, pour quel fait, patati patata, nombreux ne savent pas. C'est la cause de l'ignorance. Je prends un exemple, un notable d'une avenue, sachant que j'ai un magistrat, un ami magistrat, pour nuire à son voisin, Nakola Kisayo. Comme j'ai suivi il y a 2 jours passés, une voisine, elle est magistrat, là, une dame, pauvre dame qui balayait, juste la poussière, la dame, qu'est-ce qu'il dit? Eh, oui, bité, naza magistrat, Nakola Kisayo. Donc, or, nombreux sont dans ces corps, ne savent pas d'abord ce qu'ils sont. Et ils sont venus là dans la magistrature, pourquoi? Il y a beaucoup de déviations. Mais cette fois-ci, il n'y en aura plus parce que... Est-ce qu'il faut commencer à sanctionner ceux-là qui envoient les gens en prison juste Effectivement. pour des faits bénins. Des faits bénins. Pour des faits bénins. Oui, il faut les sanctionner. Parce que je dis, c'est ça parce que qu'on sente que j'ai des connaissances. Pour prouver aux autres qu'on a des relations. Voilà, que j'ai des relations. Que ça doit s'arrêter. Ça, c'est vrai. J'ai même consulté une famille qui dit, ah, maître, non, il y avait cas de viol au niveau de Bibois. Je suis allée vers la famille, j'ai dit non, je peux vous aider par rapport. Qu'est-ce qu'ils disent? Maître Touzan a un bon goûter. La justice est pour les riches. Si j'ose partir là, qui va me soutenir? J'ai dit non, moi avec mon ONG, c'est ça le travail que je suis en train de faire. Donc vous voyez, les pauvres se disent, la justice ce n'est pas pour nous, nous c'est l'injustice. Ça doit finir, c'est pourquoi en tout cas, coup de chapeau au ministre de la Justice. En tout cas, je suis de cœur avec lui. Je le soutiens à 100%. Je sais que je le fais confiance. Il fera vraiment de très bon travail parce qu'il est sur terrain. Parce que vous savez, nombreux de ministres aujourd'hui préfèrent rester dans le bureau. Et ils pensent que ministre, c'est dans le bureau, attendre. Non. Or, la plupart des ministres, moi je dis, il faut être sur terrain, proche de cette population, proche de tes compétences pour en savoir plus. C'est ce qu'il est en train de faire.
Et quand il dit que les décisions prises en délibéré ne doivent pas prendre une année avant qu'on se prononce, est-ce que avec cette manière de traiter les dossiers de manière plus rapide, on va arriver au désengorgement des maisons carcérales? Effectivement. Aujourd'hui, les décisions sont rendues 2 ans après. Il y a plus, on respecte plus les délais. Avec ce système-là, en tout cas. C'est pas les familles sont à la recherche de l'argent à payer pour faire sortir? Non, madame. C'est le corps judiciaire qui a beaucoup de caprices, maman. Ce n'est pas question d'argent. Vous savez, il y a certains frais qui ne coûtent que 1000 francs, mais tellement qu'il y a tellement, ça peut coûter maintenant 10 000 francs. Allez-y comprendre. C'est la difficulté qu'on a. Mais je sens déjà avec notre ministre, vous sentez même au greffe, l'ordre est revenu. On a même donné un nom à notre ministre par rapport, parce que je me suis dit, c'est ça que c'est comment qu'on l'appelle? Ah! C'est pas un secret, hein? Ah non, c'est pas un secret. Là, on se dira après, à côté du micro. Je dis ceci parce que je sentis en lui, il est direct, il est pragmatique. Et c'est ça qu'il fallait. Oui. C'est ça qu'il fallait à la tête. C'est ça qu'il fallait. C'est que je dis. Nombreux sont devenus ministres, deviennent ministres. C'est le cortège et être au bureau, point à la ligne. Non, descendez sur terrain, faites les tours, palpez la réalité de vos compétences. Ce que vous devez faire, c'est quoi au juste? Aujourd'hui, ces ministres-là, imagine, à un mois, il s'est entretenu avec les ministres et avec les magistrats. À quelques jours, il est au CPRK. Et j'apprends déjà que demain, après-demain, il va faire Lubumbashi pour tel endroit pour visiter. Donc, allez-y comprendre qu'avec ce système, même quand les gens sauront qu'il va venir, il n'y aura plus d'éraillement. Maître Diane Chibola Madia, merci à vous. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Kwilu depuis 2006, secrétaire général honoraire du parti politique le Mouvement Congolais Uni MCU en sigle et membre du bureau politique. Vous êtes également présidente de l'ONG Les Femmes Partenaires du Progrès. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Espérons que toutes ces mesures vont porter leurs fruits et que la justice va changer en République démocratique du Congo. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis. Après le journal de 13h, la rediffusion, c'est les dimanches. Après le journal de 19h, merci à la grande équipe qui nous a aidés. Pascal Kalambay, Didi Bintika, Dani Zayobi, Patrick Mungongo. John Condé a assuré la prise des vues, le tout sous la coordination de Miguel Mena. Merci à Isabelle Mwengo qui nous a aidé dans la préparation de cette émission. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro avec une autre femme, si Dieu nous prête vie. D'ici là, portez-vous bien, au revoir. Quelle chance accordée aux différentes mesures prises par le patron de la justice pour la restauration véritable de l'état de droit. Débat au féminin, on parle ce samedi avec Maître Diane Chibola Madia, avocate au barreau de Kwilu, secrétaire générale honoraire du parti politique le Mouvement des Congolais Unis. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.